Bonjour. Alors, comme vous le voyez, nous abordons aujourd'hui le premier chapitre du Genji Monogatari et pas du Sutra du Lotus. J'ai mis le titre du premier chapitre du Sutra du Lotus pour vous indiquer, pour vous annoncer la couleur en quelque sorte. Donc, après avoir esquissé les éléments périphériques et structuraux qui nous permettent de situer le roman du Genji dans l'univers des représentations bouddhiques, nous aborderons aujourd'hui le premier chapitre du roman, dans lequel notre propos sera de mettre en lumière ces éléments qui échappent souvent à l'attention du lecteur. Vous allez voir que nous serons obligés de continuer la semaine prochaine, pour la première partie du cours de la semaine prochaine, parce que je n'ai pas pu tout mettre en une seule heure, il y a tellement de choses à dire. Avant cela, il nous faut faire un bref point sur j'aurais dû le faire plus tôt, je l'ai fait très rapidement, mais je reviens un peu dessus, sur les traductions en langue occidentale du Genji, enfin essentiellement en français et en anglais. Il y a une très bonne traduction russe, mais je ne pense pas que ça aide beaucoup en France. Alors pour la première langue, pour le français, ce sera vite fait. La seule traduction complète est celle de René Siffert, publiée en deux parties, la première en 1988, la seconde en 1999, et elle a été rééditée en 2011 en un très beau volume aux éditions Verdier, qui fait presque 1500 pages. Nous avons évoqué la splendide édition illustrée des éditions Diane de Cellier, donc le dit du Genji de Murasaki Shikibu, illustré par la peinture traditionnelle japonaise, qui reprend la traduction de René Siffert avec le choix des illustrations est fait par Madame Ligeri Bauer. Avant cela, nous ne disposions en français que de quelques chapitres traduits par la très oubliée Kiku Yamata, on a appelé, il y a eu à son sujet un livre dans les années 90 qui s'appelait la Japo-lyonnaise. C'était une japonaise, donc, ses parents étaient japonais, son père était je crois, un manufacturier de la soie qui s'était installé à Lyon pour des raisons bien compréhensibles, et elle a joué au milieu du XXe siècle le rôle d'intermédiaire entre le Japon et la France, mais sa traduction était faite largement à partir de celle de Arthur Waley, n'est-ce pas, et de la traduction en japonais moderne de Yosano Akiko. À part cela, je peux signaler ce qu'on pourrait appeler une singularité philologique. C'est la traduction du premier chapitre du Genji Monogatari par Charles Hagenauer, qui a été publié en 1951. Le grand spécialiste de la linguistique japonaise, et même de l'archéologie préhistorique japonaise aussi, et de l'ethnologie d'ailleurs, qui s'était risqué à faire une petite aventure philologique. Il avait traduit ce premier chapitre du Genji Monogatari en français médiéval. Et parce que pour un souci tout à fait compréhensible de vraisemblance chronologique, après tout, comme c'était nous n'avons rien en français qui remonte à l'an 1000, à part quelques lignes des sermons de Strasbourg, mais donc Hagenauer avait fait une espèce de panachage de français médiéval du XIIe, XIIIe siècle. Il s'était fait d'ailleurs taper sur les doigts pour avoir mélangé les époques, mais évidemment, il avait son défi linguistique n'a pas pu marcher parce qu'il avait essayé à la fois de faire une traduction de linguiste et une traduction littéraire. Et il n'a pas renouvelé l'exploit d'Émile Littré, qui, comme vous le saviez, a traduit l'Enfer de Dante, le premier chant de la Divine Comédie, en français du XIVe siècle. Mais je pense qu'on pourrait essayer maintenant de faire un Genji Monogatari comme cela. Il y a eu une traduction du Petit Prince en français du XIIe siècle que je vous invite à lire. D'ailleurs, elle est très belle. On pourrait essayer de faire la même chose, mais bon, ça n'a pas suffi. Nous avons aussi signalé la traduction menée par un groupe collectif de l'Institut national des langues et civilisations orientales et de l'Université Paris Diderot
dont le premier chapitre, Le Clos du Polovnia, est paru dans la revue Sipango en 2008. Je crois que je vous l'avais signalé au début. Et il est disponible en ligne. Alors je vous invite à la consulter en ligne. Sipango 2008 hors série. Donc pour l'instant, la traduction de René Siffert sera pendant de longues années la seule disponible en français, puisque le groupe Sipango prévoit un petit siècle de travaux. Et pour l'instant, il faut donc se référer à Siffert. On reconnaît à la traduction de René Siffert une grande fidélité et une traduction rigoureuse des wakas, où il réussit l'exploit d'être fidèle au sens, très fidèle au sens. Il ne prend quasiment pas de liberté, tout en gardant un maître strict, c'est-à-dire il essaye de faire le plus possible 5-7-5, 7-7, en se permettant, comme les Japonais le font d'ailleurs, le dépassement d'une syllabe, ou voire deux, ou bien une syllabe en moins. C'est tout à fait dans les limites du japonais, puisque ce qu'on appelle le jiamari, n'est-ce pas? Et par exemple, pour le premier waka dont je vous avais parlé la dernière fois, le premier waka du Genji, où l'on parle des routes, des chemins, de la voie, il le traduit de façon, vous pouvez compter vous-même sur vos doigts, n'est-ce pas? À présent, nos routes, pour toujours, vont s'écarter, quand dans ma détresse, j'eusse certes souhaité suivre celle de la vie. C'est une très belle traduction et très fidèle, contrairement à beaucoup d'autres des traductions anglaises. Alors, il dit avoir calqué son style sur celui de Saint-Simon, ce qui semble approprié pour un roman de cour et n'apparaît pas comme aussi artificiel qu'on pourrait le craindre. Sans insister sur le bouddhisme qui imprègne le récit, d'ailleurs. Et remarquons que René Siffert est quand même sensible au bouddhisme de Murasaki Shikibu, dont il dit dans son introduction que, alors il s'arrête à un niveau qui n'est pas le nôtre évidemment, que c'est celui, je cite, c'est celui de la bonne société qu'elle décrit, sans excès de zèle et tempéré par des préoccupations d'ordre plus esthétique que spirituel, ce qui ne signifie nullement que sa foi manqua de sincérité. Donc c'est en tout cas, il a bien discerné au niveau du lecteur, je dirais esthétisant, l'omniprésence du bouddhisme dans le Genji. De plus, en divisant l'œuvre en deux grandes parties, dont il intitule la première, qui va du chapitre 1 à 33, la magnificence, tandis que les chapitres 34 à 54 sont groupés sous l'appellation d'impermanence, ce qui rappelle les premiers mots du Heike Monogatari, n'est-ce pas? Shouja Hisui, ce qui prospère est condamné à la ruine, que le Heike Monogatari, qu'il a été aussi traduit par René Siffert. Donc il se prête de lui-même, par cette simple juxtaposition, à une lecture que je pourrais appeler bouddhisante de l'ouvrage. Et en plus, il invoque aussi, toujours dans son introduction, l'autorité d'un ouvrage postérieur, le Hojoki, vous savez, les notes de mon ermitage, publié en 1212 par Kamo no Chome, et sa célèbre ouverture sur le fleuve coulant sans cesse, alors que ce n'est jamais la même eau qu'il charrie, Yukukawa no nagare wa taezu shite shikamo moto no mizu ni arazu. Il l'utilise comme métaphore de la pseudo-continue. Enfin, pour Kamo no Chome, c'est une sorte de métaphore, oui, de la pseudo-continuité de l'esprit, n'est-ce pas? On croit être une personne alors que nous changeons constamment. L'esprit qui se pense comme même, alors que tous ces éléments changent en permanence, et il justifie ce début du Hojoki pour justifier le fait qu'il n'est pas tenté, à la différence des traducteurs en japonais moderne ou dans les langues occidentales, de donner un nom constant au personnage, dont l'appellation, vous le savez, c'est l'une des difficultés du Genji Monogatari, change au cours du roman, ce qui oblige le lecteur à une incessante réflexion sur leur identification. C'est peut-être plus que le traducteur lui-même voudrait signifier, mais il est sûr que cet artifice de la romancière, qui embarrassa très tôt les lecteurs japonais eux-mêmes par cette fluctuation des identités, se prête fort bien à une interprétation bouddhisante. Donc de ce côté-là, il a perçu beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et bien évidemment, c'est en langue anglaise que nous disposons du plus grand nombre
Ah oui, je voulais aussi vous signaler, je pense que... oui, pour ceux que, bien sûr, enfin, je pense que tout le monde s'intéresse ici au Genji Monogatari, et vous l'avez peut-être, mais si vous ne l'avez pas, je vous conseille vivement de vous procurer ou de consulter en bibliothèque ce guide de lecture, n'est-ce pas, à la découverte du dit du Genji de Munasaki Shikibu, rédigé en japonais par le professeur Sano Midori, mais qui a été traduit en français par Claire Akiko Brisset, que vous achetez en volume séparé de l'édition de Diane de Cellier. C'est très bon marché, ça coûte 19 € et ça vous donne une sorte de synopsis, chapitre par chapitre, des 54 chapitres du Genji Monogatari, avec une liste des personnages à la fin, toutes sortes de choses avec des diagrammes chapitre par chapitre qui vous expliquent les relations des personnages. Vous verrez que ce n'est pas du luxe et c'est très utile. Donc vous pouvez vous le procurer en lisant le Genji Monogatari, que vous le lisiez en anglais ou en français. Et bien évidemment, c'est en langue anglaise que nous disposons du plus grand nombre de traductions. Il y en a 4 complètes, ce qui est extraordinaire, n'est-ce pas, sans parler des traductions incomplètes ou abrégées que je n'aborde pas ici. Tout le monde connaît bien sûr celle de Arthur Waley, dont vous avez les dates ici, dont on peut dire qu'elle appartient à cette espèce rarissime. C'est une traduction qui est devenue une œuvre littéraire indépendante, que l'on lit pour elle-même et non pour avoir accès à un texte étranger. C'est un succès tout à fait singulier, un succès qui repose sur quelques libertés qu'a pris le traducteur. On connaît ce qu'en écrivit Virginia Woolf, n'est-ce pas, dans un compte-rendu sur le premier volume paru en 1925, qui a vraiment aussi, dans la revue Vogue, qui a vraiment lancé ce livre dans ce qu'on pourrait appeler la Weltliteratur, n'est-ce pas, la littérature mondiale, le world literature, comme on dit maintenant. C'est-à-dire que le Genji Monogatari est devenu, par-delà le Japon, un livre dont on tient compte sans référence au Japon. Prenant d'importantes libertés avec le texte afin d'en faciliter la compréhension, la traduction de Waley est longtemps restée la seule disponible pour les lecteurs occidentaux. On remarque une certaine nonchalance, vous le verrez si vous la lisez, lisez-la même vraiment pour l'anglais, n'est-ce pas, dans le traitement qu'il accorde aux poèmes, dont beaucoup sont à peine résumés. Ça, c'est l'un de ses défauts. Cette traduction a aussi le privilège singulier d'avoir été à son tour récemment traduite en japonais, déjà par 2 fois. On a traduit la traduction de Waley en japonais. Et si l'on se souvient des Bunka Center, des Culture Center dont je vous parlais au début, dès le premier cours, ces espèces de petites institutions japonaises que l'on trouve dans toutes les grandes villes, il n'est pas rare de trouver dans ces centres culturels des cercles de lecture du Genji anglais par Arthur Waley. Cela aussi est un phénomène tout à fait singulier, n'est-ce pas? Il faudrait imaginer qu'en France, il y ait des cercles de lecture sur les traductions anglaises de Rabelais ou de Montaigne. Il faut aussi se rappeler que Arthur Waley, qui ne s'est jamais rendu en Asie, c'est-à-dire que pour lui, le Japon comme la Chine étaient des pays rêvés, il l'a d'ailleurs dit à peu près en ces termes, était aussi versé dans les lettres chinoises que japonaises, ce qui lui donne un avantage incontestable sur tous les autres traducteurs. On n'oubliera pas que c'est lui qui a fait connaître au monde européen le roman picaresque chinois du XVIe siècle, le Seiyuji, n'est-ce pas, le Seiyuki en japonais, qu'on lit, qu'il vaut mieux lire d'ailleurs Saiyuki à cause de son contenu bouddhique, le voyage en Occident, vous savez, l'histoire du pèlerin chinois traduit par Tripitaka, par le nom de Tripitaka par Arthur Waley, avec ses acolytes, le singe et le cochon. Donc ça a été publié en 1942, c'est-à-dire bien longtemps après le Genji, et d'ailleurs considérablement abrégé. Et c'est amusant de contraster les deux. Le Saiyuki, le voyage en Occident, est un roman picaresque, grossier parfois, rabelaisien, n'est-ce pas, l'exact opposé du Genji Monogatari. Et Arthur Waley a traduit les deux, et les deux sont devenus des succès mondiaux, n'est-ce pas. C'est par Waley qu'on connaît aussi le voyage en Occident. Et quant au style de Waley, on a souvent dit, on a même identifié la personne, l'aristocrate anglais qui a servi de modèle à Waley
pour sa langue anglaise, pour le maniement de sa langue anglaise, et vous verrez, si vous le lisez, ça rappelle beaucoup, par exemple, sans vouloir offenser bien sûr un si grand livre, mais ça rappelle tout à fait le style de P.G. Wodehouse et de Bertram Wooster. N'est-ce pas? Parfois, il me semble que le prince Ganji parle comme Bertram Wooster, mais c'est aussi l'un des charmes de Whaley. Le second traducteur complet en anglais est l'américain Edward Zeidensticker. Sa traduction fut publiée en 1976, 50 ans après celle de Whaley. Donc, à qui il reprochait d'avoir pris trop de liberté avec le texte. Sa traduction est elle aussi toujours disponible et fait partie de la prestigieuse collection Everyman's Library. Donc, c'est vraiment aussi la littérature mondiale qui est ainsi donnée comme cadre de l'édition. Elle est beaucoup plus rigoureuse que celle de Whaley, mais elle unifie en revanche, comme celle de Washburn, la quatrième, l'appellation des personnages pour faciliter la lecture. C'est-à-dire c'est une grande différence avec l'atmosphère du Genji, justement. Les personnages s'appellent du début à la fin, et même avant qu'ils ne soient appelés de telle ou telle façon dans le roman, ils reçoivent une appellation constante. Nous lui reprocherons avant tout, alors personnellement, de faire des poèmes une traduction par trop relâchée, qui passe souvent à côté des implications profondes des allusions, et en particulier en ce qui concerne le bouddhisme, justement. Remarquons aussi que Zeidensticker fut le traducteur du discours d'Oslo de Kawabata Yasunari, en plus d'être le traducteur de ses romans, ainsi que de Tanizaki Junichiro et de Mishima Yukio. Signalons enfin un très intéressant Genji Days, que je vous donne ici. C'est son journal, c'est le journal de sa traduction du Genji, qui va donc je crois, de 1961 jusqu'à 1976, où l'on trouvera des remarques très personnelles sur sa vie japonaise, ses jugements sur le pays et la société, mais surtout de nombreuses réflexions sur son travail de traduction du Genji, en même temps que sur la psychologie du traducteur et même ses réactions vis-à-vis des personnages. Zeidensticker cultive toujours un certain franc-parler et il s'affronte avec les personnages du Genji. Enfin, c'est un texte très intéressant. La troisième traduction provient, elle, de l'insatisfaction exprimée à l'égard de l'œuvre de Zeidensticker. Nous la devons à un japonisant américain, mais élevé en Grande-Bretagne et en France, parfait francisant d'ailleurs, Royal Tyler. Tous ces textes s'appellent The Tale of Genji en anglais, j'ai oublié de vous le dire. Enfin, ce qui est très bien, c'est que tous les traducteurs ont en quelque sorte figé la traduction du Genji Monogatari sous le titre de The Tale of Genji. Et tous l'ont repris, au lieu d'essayer de faire de l'originalité un peu au détriment de la fidélité. C'est exactement ça, n'est-ce pas, le Tale of Genji. Alors, sa traduction qui est apparue en 2001 et qui a été admise dès l'année suivante dans le Penguin Classics, n'est-ce pas, la Deluxe Edition, est tout à fait est certainement l'une des plus, à la fois des plus fidèles et des plus lisibles. Il a réalisé aussi un souhait exprimé par René Siffer dans son édition, c'est-à-dire d'accompagner le texte d'illustrations à caractère didactique, voire encyclopédique. Lorsqu'on parle d'un objet japonais, il y a une petite illustration qui donne à voir l'objet. Et surtout, on relèvera le soin mis à traduire les poèmes de façon à la fois littéraire et littérale, pour que les lecteurs japonisants puissent utiliser cette traduction pour leur propre préparation. C'était aussi l'un des souhaits de l'éditeur. Et Arthur Whaley a passé 1 ou 2 ans à ne réécrire que les poèmes, les 800 poèmes du Genji. On pourrait juger que ces 3 traductions eussent suffi à satisfaire les différents goûts, ce qui fait apparaître comme une surprise qu'une 4e ait vu le jour si peu de temps après la 3e. Il s'agit de celle de Dennis Washburn, né en 1954, et cette traduction est parue en 2015. Elle est parue trop récemment pour que l'on puisse se prévoir sa fortune, mais il semble que le style en soit plus moderne et américanisé que les précédents. Je ne sais pas si cette parution
15 ans à peine après celle de Tyler, répondait à un véritable besoin des lecteurs. Mais il s'agit avant tout de l'initiative personnelle d'un grand connaisseur de la littérature japonaise et qui s'est probablement rencontré avec le désir des maisons d'édition universitaires. Comme vous le savez, toujours dans cette perspective de world literature, les universités japonaises donnent à leurs étudiants chaque année des listes de lecture obligatoires. Et avoir un texte dans cette liste, pour un éditeur, c'est un pactole, n'est-ce pas? Et il y a une certaine concurrence. Donc, Washburn a profité de cette conjoncture pour lancer sa traduction qui se lit très facilement, vraiment peut-être un peu trop facilement même, compte tenu de l'atmosphère du Genji Monogatari. Comme vous l'avez vu, Murasaki Shikibu ne songe pas à la facilité de lecture, même si à l'époque c'était sans doute du japonais très, très naturel. Et la traduction de Washburn est parfois un peu surprenante. Il y a beaucoup d'américanisme dedans et beaucoup de. Et lui aussi donne un nom constant au personnage, ce qui est aussi un peu dommage. Plus tard, j'espère à la fin de cette série de cours, nous essayerons d'aborder la question des deux grandes traductions en chinois moderne. Ça peut paraître bizarre, mais vous verrez que ça constitue un cas tout à fait particulier en raison de la relation qui existe entre le chinois et le japonais. Nous essayerons d'ailleurs d'en voir un exemple cet après-midi en séminaire. Alors, après ces préambules nécessaires pour ceux qui souhaitent suivre par eux-mêmes l'enquête que nous menons ici, il est temps de nous lancer dans le texte. On aura compris que le titre de cette leçon constitue une allusion au premier chapitre du Sutra du Lotus, intitulé dans notre traduction « Chapitre du prologue », Johon, c'est pas, chapitre de la préface, en tant qu'il constitue un passage obligé des Écritures. Les sutras bouddhiques commencent toujours par un chapitre du prologue. Ce n'est pas très subtil, je le reconnais bien volontiers, mais c'est une façon d'introduire mon propos, puisqu'il le dévoile d'emblée. L'influence du bouddhisme, non seulement l'influence du bouddhisme, mais le bouddhisme implanté dans le Genji. Il me semble avoir déjà fait allusion au fait que pour certains spécialistes du Genji, qui s'interrogent sur la pertinence de l'ordonnancement actuel du roman et le possible ordre primitif, le chapitre premier, le chapitre Kiritsubo, est probablement un ajout postérieur, de Murasaki Shikibu elle-même d'ailleurs. Nul ne le conteste, et je crois que c'est tout à fait plausible. Et c'est peut-être été un chapitre qui a été ajouté par l'auteur lorsqu'elle a réalisé, alors évidemment on ne peut pas entrer dans la réflexion des gens disparus depuis si longtemps, mais lorsqu'elle a vu que son roman prenait des proportions hors de toute proportion avec ce qu'elle voulait faire à l'origine, elle a sans doute senti le besoin de faire une sorte de chapitre de prologue qui nous donne le ton de l'ensemble du roman. Et c'est pour ça que c'est un chapitre, en fin de compte, très bien structuré. En tout cas, on ne peut que reconnaître qu'il est bien à sa place, contrairement à ce qu'on a pu dire pour certains autres chapitres dont on a dit qu'il aurait pu venir avant celui-ci ou celui-là. Là, il sert vraiment d'ouverture au roman. Comme chacun sait, et nous renvoyons aussi au guide de lecture, ce chapitre Kiritsubo, le clos polovnial, relate les circonstances de la naissance du radieux Genji, le Hikaru Genji. L'ambiguïté du titre même est exemplaire. On a déjà, dès le titre, une ambiguïté extraordinaire qu'on ne relève pas assez. C'est à la fois le nom de l'empereur, le père du Genji, le nom de l'empereur imaginaire, Kiritsubo no In, l'empereur Kiritsubo, et en même temps celui de la dame d'Atour, comme dit René Siffert, la dame de cour, la favorite, qui est Kiritsubo no Koi, n'est-ce pas, la dame d'Atour de Kiritsubo, la dame d'Atour du clos Polovnia, dont le nom n'est bien sûr que le reflet de son maître. N'est-ce pas? Elle s'appelle Kiritsubo no Koi que parce que son souverain s'appelle Kiritsubo. Donc les deux personnages sont marqués par le même nom. On retrouve bien sûr la même ambiguïté dans l'appellation de la romancière, Murasaki, n'est-ce pas, qui dérive de son héroïne à elle. Et ces jeux mêmes sont symboliques de la constante fluidité des personnages et des situations.
le statut réel des personnages. Makoto, vous vous souvenez de cette question qui était posée par les religieux, par les moines dans le No, est peut-être la grande question que l'on doit se poser à propos de ce roman. C'est la réalité ontologique, la réalité religieuse du roman dans toutes les questions, et dont ces appellations mêmes sont l'illustration. Ce sont des appellations fluctuantes, karini, n'est-ce pas, du provisoire, du conditionnel, du gon, n'est-ce pas, qui est le propre du roman. C'est le makoto, le réel, doit être cherché ailleurs. Et ce terme, vous vous souvenez donc de makoto, se trouve dans le Genji Kuyo, et le karini aussi, le conditionnel, le provisoire, et illustre à merveille le concept d'expédient salvifique, de hoben, donc en japonais, mis en œuvre dans la narration. Et cette narration, c'est dit comme cela dans le No même, si vous vous souvenez bien, est appelé innen. Et je vous l'ai déjà dit, dans le vocabulaire bouddhique, ce composé signifie les causes principales et les causes secondaires, in et en, et les enchaînements causaux aussi, les relations causales. On peut le prendre comme in no en, n'est-ce pas? Et dans les sutras, et surtout dans le sutra du lotus, c'est pris au sens d'histoire, de relations exemplaires. Et le Bouddha répète maintes fois dans le Sutra du Lotus, dès le chapitre 2, qui s'appelle le chapitre des expédients salvifiques, je vous le rappelle, Hoben. Il donne plusieurs fois des variations sur cette première phrase que je vous cite ici dans le chinois du Sutra du Lotus. J'allais dire le chinois original du Sutra du Lotus, bien sûr que non, c'est traduit du sanskrit, mais pour nous, c'est la version chinoise qui est l'original. Voici cette phrase, « Ô Shariputra, depuis que j'ai réalisé l'état d'éveillé, à l'aide de toutes sortes de shushu no innen, n'est-ce pas, à l'aide de toutes sortes de relations, shuju no hiyu, à l'aide de toutes sortes de paraboles, j'ai amplement exposé la doctrine orale. » Bon, je n'insiste pas là-dessus. Et par des expédients sans nombre, musu no hoben, j'ai mené les êtres à se séparer de leur attachement. Modom shojaku o hanarese shimu, n'est-ce pas? Se séparer de leur... Vous voyez ce dernier mot, attachement, c'est-à-dire c'est jaku, c'est le synonyme de passion, bonno, et c'est tout à fait... Nous reviendrons bien sûr là-dessus. Si l'on veut bien se rappeler que le terme de parabole, Hiyun, que nous avons ici, signifie aussi métaphore en sino-japonais, nous avons ici la description la plus exacte de ce que serait l'intention profonde, le honyi, du roman du Genji. Si nous acceptions en plus l'idée exposée dans le No que nous avons vu, selon laquelle Dame Murasaki ne serait autre que Kannon Bosatsu, que le Bodhisattva Kannon elle-même. Et cette idée est d'ailleurs appuyée dans le même chapitre du Sutra du Lotus par la très courte phrase que je vous donne à la fin, n'est-ce pas? Tada, alors, il faut Ke myoji, Kari no myoji o motte shujo indos, n'est-ce pas? Je n'ai fait, ce ne sont que des vocables conditionnels et provisoires, Kari no myoji, destinés à guider les êtres. Mais nous l'avons déjà remarqué il y a plusieurs années, ce composé kari no myoji, comme vous le voyez, en prenant le caractère kari, ke et myo, ça compose le mot kana en japonais, c'est-à-dire les hiragana, la langue japonaise opposée aux sutras qui sont en caractère chinois, c'est-à-dire que ce qui est en japonais est un hoben, un expédient salvifique. C'est là-dessus que s'appuient évidemment les moines pour donner l'utilité de la langue japonaise comme moyen de mener les êtres à l'éveil. Et en plus, ce kari no myoji signifie aussi les noms provisoires, les noms et les nominations provisoires, ce qui nous ramène à cette caractéristique du roman où les appellations des personnages sont si fluctuantes, et ce, dès le titre du premier chapitre. Si nous avons insisté sur l'ambiguïté, c'est que nous allons pouvoir discerner dans ce chapitre, a priori relativement simple, où l'auteur ne fait qu'exposer les prémices des événements somme toute désastreux qu'elle va développer au long des chapitres, nous pouvons relever au moins deux niveaux de lecture. L'un manifeste, obvi, l'autre caché, ou plutôt sous-jacent,
qui reste cependant visible pour tout lecteur attentif. Vous me direz que c'est pareil pour tous les textes, mais c'est spécialement vrai pour les textes japonais, et en plus dans le Genji Monogatari, nous sommes gâtés de ce point de vue. Et comme de bien entendu, ce niveau latent est celui où l'on doit chercher l'intention primordiale du texte. On l'a déjà, je pense, parfaitement compris à la lecture de son Nikki, de son journal, Murasaki Shikibu est tout sauf naïve. Que la fillette de 13 ans du Sarashina Nikki ait dévoré ses histoires comme on lisait encore naguère des romans à l'eau de rose est une chose. Mais ce qu'elle entendait faire, ce que la romancière entendait faire exactement, est encore une autre chose et fort différente. La fillette était amoureuse de son héros. Elle nous l'a donné à entendre dans son journal. Mais la romancière avait autre chose en tête, bien sûr. Les quelques traits singuliers que nous avons trouvés dans son journal ne sont en réalité pas absents de son roman, et il nous faut les mettre au jour pour expliquer son propos. Nous partirons de l'étrange juxtaposition, vous vous en souvenez, qu'avait faite dans son journal Dame Murasaki entre sa connaissance de la littérature chinoise d'une part et son manifeste de piété bouddhique qui suit immédiatement cette évocation. On se souvient des cours particuliers que notre romancière, je vous redonne ici, je ne reviens pas là-dessus, enfin, vous verrez, je le résume dans mon exposé. Donc, on se souvient des cours particuliers que notre romancière donnait secrètement à l'impératrice, auxquels l'empereur lui-même vint assister. Vous voyez à la fin, n'est-ce pas? Pour le coup, il n'est nulle ambiguïté dans ce qu'elle nous en dit de ces cours. Il s'agit bien du recueil des textes de Pochuyi, le Monju de la troisième ligne, n'est-ce pas, de Hakurakuten en japonais, ce grand poète chinois mort en 846, qui fut l'encyclopédie littéraire de toute l'époque de Heian. Et elle nous indique même, à la troisième ligne avant la fin, un genre poétique particulier, qu'on lit en japonais le gafu, littéralement les poèmes du bureau de la musique, qui sont à l'origine des imitations de chants populaires chinois. Et tout en imitant donc la littérature populaire, c'est devenu l'un des genres les plus raffinés de la poésie chinoise ultérieure et un genre quasiment cryptique pour les Japonais. Et à cette catégorie du gafu, des poèmes du bureau de la musique, donc, si vous voulez, des chants pseudo-populaires, appartient l'un des poèmes les plus importants de la langue chinoise, dont l'influence s'est étendue à tout l'Extrême-Orient. Il s'agit, je m'aperçois que je n'en ai pas mis les caractères, mais vous le connaissez tous, il s'agit du chant des regrets éternels, n'est-ce pas? Le Chogonka en japonais, le Changhonge en chinois, c'est-à-dire le Cho c'est Nagai, Nagashi, Kon c'est Udami et Ka c'est Uta, n'est-ce pas? Le chant des regrets éternels, qu'on traduit souvent aussi par le chant des non-regrets, composé en 806 par Pochuyi, par Hakurakuten. C'est l'un des rares longs poèmes en chinois classique, puisqu'il fait 120 vers, ce qui est quasiment une épopée pour la poésie chinoise. Comme vous le savez, les poèmes chinois, la grande majorité des poèmes chinois sont des quatrains, de 4 vers, de 5 ou 7 caractères. Ce sont donc des formes très courtes, très brèves, et avec 120 vers, Pochuyi battait des records. Ces 120 vers relatent de façon minutieuse les événements qui débouchèrent sur la plus grande crise politique de la dynastie des Tang, la dynastie des Tang qui va de 618 à 907, je vous le rappelle, donc, qui correspond, la fin de la dynastie des Tang correspond au début et à l'apogée de la dynastie de Heian, et vous voyez 907 c'est considéré comme la fin des Tang. Et c'est aussi 905, l'apparition du Kokinshu au Japon. Vous voyez le synchronisme. Donc cette crise politique, c'est la révolte du général Han Lushan, donc 703, plus ou moins 703-756, qui était un militaire originaire d'Asie centrale, on ne sait pas où exactement, sogdien, turco-sogdien. Son prénom, Lushan, c'est l'équivalent de Roxane, n'est-ce pas? C'est-à-dire le lumineux. C'est donc un mot persan.
et un nom persan, mais ça ne veut pas dire qu'il était d'origine persane, c'était un nom qui était dans plusieurs peuples d'Asie de l'époque. Et c'était l'un des piliers du régime de l'empereur Xuanzong, de Genso, n'est-ce pas, qui a régné de 685 à 762, dont le règne de 43 ans. Il a vécu de 685 à 762 et a régné de 713 à 756. Et son règne fut l'un des plus longs de Chine. Cette rébellion dura de 755 à 763. Vous voyez, après la mort de Lu Shan aussi, elle fut reprise par un autre. Je n'insiste pas sur ces événements. Et en tout cas, cette rébellion fut la ligne de partage entre les deux parties de la dynastie, signant le début d'une période de déclin. Le poète Po Chui, donc Hakurakuten, qui vient à peu près une cinquantaine d'années, un demi-siècle après ces événements, choisit d'attribuer ces malheurs de l'Empire à celle que l'opinion générale désignait déjà comme la responsable principale, voire unique de ces malheurs, la concubine impériale Yang Guifei. Vous verrez son nom tout à l'heure. En japonais, prononcé en japonais Yo Kihi, c'est-à-dire littéralement, c'est-à-dire l'épouse distinguée, la dame distinguée Yang du nom de sa famille. Elle est donc 719-756, vous voyez, elle est morte au moment de la rébellion, qui était issue d'une famille de fonctionnaires dont l'accession au statut de favorite officielle fut compliquée du fait qu'elle fut d'abord concubine du fils de l'empereur. Si vous lisez le Genji Monogatari, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à cela. Mais je n'entre pas ici dans ces détails. Ces amours croisés de l'empereur et de son fils sont aussi l'une des trames du Genji. On connaît l'histoire, donc c'est très célèbre, n'est-ce pas? Indigné de la déliquescence du pouvoir dont il est témoin, Han Lushan, le militaire, prend les armes. La cour doit quitter la capitale de Chang'an, n'est-ce pas, Chou'an, dans la panique, pour se replier vers la lointaine province du Sichuan, qui est au sud-ouest de Chang'an. Mais en route, l'armée qui met l'empereur en demeure de se débarrasser de celle qu'il déteste et à qui ils attribuent tous les maux de l'Empire, donc de la concubine impériale. Non seulement pour elle-même, mais pour la famille aussi, parce qu'évidemment, arrivée au pouvoir, la famille Yang avait pris un pouvoir disproportionné dans l'Empire. Et bien sûr, suscitant le ressentiment de tout le monde. Et on connaît la triste fin si célèbre, la malheureuse Yang Guifei, Yo Kishi, est obligée de se pendre sous les yeux de l'empereur, qui abdiqua l'année suivante en faveur de son fils. Le poème de Hakurakuten est composé de deux grandes parties. Une première factuelle, quoique romanesque, mais enfin qui entend relater les événements, et une seconde tout à fait inattendue, surnaturelle, puisqu'elle se passe dans les îles des Bienheureux, le Panglai-shan, le Horaizan, n'est-ce pas, où l'empereur inconsolable envoie un thaumaturge taoïste, un personnage miraculeux, n'est-ce pas, un doshi en japonais, afin qu'il s'enquiert de l'esprit de son amante. Cette seconde partie est chargée de symboles taoïstes et fort peu bouddhiques. Et le prêtre taoïste, qui fait ici presque fonction de chaman, rapportera de son excursion dans l'au-delà un souvenir de la belle disparue, la moitié d'un écrin d'une petite boîte ouvragée et une épingle à cheveux, donc la moitié d'une paire d'épingles à cheveux, n'est-ce pas? Donc chacun, pour l'empereur, la concubine, l'âme de la concubine gardera la moitié et le reste sera donné à l'empereur. Ce qu'on appelle en japonais katami, un souvenir de la personne morte. Là aussi, ça joue un grand rôle dans le Genji Monogatari. Donc le ciel, voici la fin du chant des longs regrets, n'est-ce pas? Ten, alors on peut le dire, je vous improvise une lecture, mais ten nagaku temo chi sashiku shitemo toki arite tsukin kono urami men to shite zessuru ki nakana.
Donc, le ciel et la terre dureront très longtemps, mais un jour viendra où ils finiront. Mais ce regret, ce ressentiment, ça veut dire à la fois regret, ressentiment, n'est-ce pas? Urami, le ren en chinois aussi ne veut pas dire, veut dire regret, mais aussi la rancune. Mais donc ce ressentiment, même mentoshite continue comme un fil de coton, ne cessera, ne se coupera jamais. Le ciel et la terre passeront, mais le chagrin de la séparation sera éternel. Nous n'en finirions pas d'énumérer les allusions à ce poème dans le roman du Genji. Et si beaucoup sont soigneusement décryptés, d'autres aussi, voire plus encore, voire plus nombreux, aussi nombreuses ou plus nombreuses, sont à chercher. Il n'était pas besoin que Murasaki Shikibu nous en prévienne dans son journal. Mais il est certain que ce poème donne le là du roman, au niveau qui est le sien, c'est-à-dire le niveau, au niveau du poème, c'est-à-dire le niveau de l'histoire du monde, de l'histoire mondaine. Quelque chose que pourrait effectivement narrer la Nihongi no Tsubone, n'est-ce pas? Vous vous souvenez comment Murasaki Shikibu avait été surnommé par une amie malveillante, n'est-ce pas, la dame de compagnie des chroniques du Japon. C'est-à-dire, donc c'est un niveau historique. Nous avons parlé de l'ambiguïté qui s'attache au titre du premier chapitre, qui est le nom de l'empereur imaginaire comme de sa favorite, Kiritsubo. Le nom de l'arbre, le kiri, n'est-ce pas, apparaît dans le poème, dans la description du palais, lorsque les occupants y retournent après la tragédie. Vous voyez ici, je vous traduis très brièvement ces vers. Les lotus, ils retrouvent le palais, n'est-ce pas, après dévasté par la rébellion. Les lotus sont comme son visage à la concubine, les saules comme ses sourcils. Face à eux, comment ne pas verser de larmes? Sur les jours où Prunus et Péché fleurissaient, Toodi, ici, Toodi no Hana. Sur les jours, les larmes versées sur les jours où Prunus et Péché fleurissaient au vent du printemps. Les heures où les feuilles de sterculier tombaient aux pluies d'automne. Godo, c'est l'arbre mentionné au dernier vers. Vous voyez que c'est écrit Go. Do, ça veut dire le aogiri en japonais. C'est une plante qu'on appelle en français le sterculier à feuilles de platane. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans les jardins publics. Mais vous voyez que le second caractère, do, se lit kiri en japonais, c'est-à-dire le polovnia, et vous avez ici le lien entre les deux plantes. Le sterculier à feuilles de platane n'est pas le polovnia, mais les deux arbres sont reliés par le caractère do, kiri, qui assure en même temps le lien entre les deux textes. On a procédé que nous avons vu trop souvent pour le mettre en doute. Et d'ailleurs, si on le mettait en doute, il faut savoir que les deux autres plantes mentionnées plus haut, Fuyo, une sorte de lotus, et Yanagi, les saules, se retrouvent dans le texte du Genji Monogatari à peu près dans le même contexte. Donc il y a vraiment un lien constant entre les deux. Je n'invente rien ici. Les recherches sur les rapports entre le Genji et le chant des regrets éternels, comme avec les autres poèmes de Hakurakuten, sont infinies. Je ne vous renvoie que par exemple à ce livre de M. Nakanishi Susumu, le Genji Monogatari et Paul Otienne, n'est-ce pas, Pochui, paru chez Iwanami Shoten, 1997, réédité en 2013, qui donne chapitre par chapitre les allusions à Pochui. Donc vous voyez que c'est... Et nous sommes sur un terrain bien balisé. Et il suffirait de comparer, je le ferai plus en détail peut-être au séminaire, les premières lignes du Genji, n'est-ce pas, vous connaissez tous, n'est-ce pas, Izure no on toki nika, Nyogo ko yamata, Saburai tamaike de Nakani, n'est-ce pas, dont je vous donne la traduction de René Siffer. En quel règne, je ne sais.
Parmi les épouses impériales et dames d'Atour, qui nombreuses servaient Sa Majesté, il en était une qu'entre toutes, et encore qu'elle ne fût de très insigne parage, sa faveur avait pour l'heure distingué. J'espère pouvoir mener plus loin la comparaison au cours du séminaire, mais la confrontation avec le chant des longs regrets, le Chogonka, dont je vous donne ici les premiers les premiers vers, est parlante, n'est-ce pas? Voici ce qu'il dit. Un empereur des Han, de la dynastie Han, ce n'est pas les Tang, hein. Les Han, c'est autour du début de l'ère chrétienne, enfin c'est 200 avant Jésus-Christ, 200 après. Un empereur des Han attachait tant d'importance à ses plaisirs qu'il ne pensait qu'à perdre l'État, sous-entendu dans les bras d'une beauté. Il attachait donc tant d'importance à ses plaisirs et que longtemps il chercha en gouvernant. Alors, il cherchait une telle beauté tout en gouvernant l'Empire, mais sans la trouver. L'allusion est un peu complexe et c'est difficile de retomber sur ses pieds en français, mais je vous donne grosso modo. Je ne vous donne pas la suite pour l'instant. Vous verrez que les descriptions aussi sont tout à fait reprises dans le Genji. Nous voyons tout d'abord que, de même que Murasaki Shikibu neutralise toute référence précise chronologique avec cette locution si délicate, Izure no Ontoki Nika, littéralement, en quel auguste temps était-ce? C'est-à-dire sous le règne de quel empereur? Nous voyons que Po-Chuyi, lui, opte pour ce qu'on pourrait appeler une uchronie, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il place Xuanzong sous les Han, pour des raisons compréhensibles de prudence politique, puisqu'en Chine de l'époque, ça pouvait être pris comme une critique de la dynastie. Et bien sûr, cette prudence politique, nous n'avons pas à la transférer à notre romancière. C'est pour d'autres raisons qu'elle fait cela. Bien qu'il me semble impossible qu'il n'y ait pas aussi d'articles, il y a aussi quelque chose qui n'est pas, qui est tout à fait intéressant, et je ne trouve rien à ce sujet. Il me semble impossible qu'on ne l'ait pas trouvé, mais je dois avouer que je n'ai trouvé nulle part une allusion de traces concernant cette allusion très claire que Murasaki Shikibu établit dans son livre avec le poème. Si tous les noms d'empereurs chez Murasaki Shikibu sont imaginaires, il en est un au moins, il y en a deux en fait, mais pour l'instant que l'on trouve mentionné dans le roman, un empereur réel, n'est-ce pas? Et même dans ce premier chapitre, il s'agit de l'empereur Uda, qui a vécu de 866 à 931, je ne vous donne pas les caractères parce que vous allez voir qu'ils sont dans le texte, et qui a régné de 887 à 897. Il protégea le grand Michizane. Il fut à l'origine, d'ailleurs, le Uda, de l'un des clans qui porte le nom de Genji. Vous savez que le clan de Genji, les Minamoto en réalité, qui veut dire d'ailleurs la source, l'origine, est un clan où l'on déclassait en quelque sorte les héritiers impériaux, les membres de la famille impériale. On les retirait de la famille impériale pour les mettre dans une famille noble, mais qui ne pouvait prétendre à aucun, qui ne pouvait prétendre au trône, pour dégager un peu, pour dégager la concurrence en quelque sorte. Et cet empereur Uda est à l'origine de l'un des clans Genji, donc qui est bien sûr dont le livre tire son titre. Et il est d'ailleurs ensuite appelé quelque part, j'y reviendrai tout à l'heure, il revient sous une autre appellation dans ce même chapitre. Et ce qui est intéressant, c'est que cet empereur Uda fit illustrer le poème de Po-Chuyi, le chant des longs regrets, sous le nom de Chogonka no Emaki, le chant les illustrations du chant des longs regrets, que nous ne possédons plus, semble-t-il. Donc, il faut comprendre que cet empereur avait un intérêt particulier pour cette œuvre littéraire. Cela pourrait expliquer en soi la mention explicite de Murasaki Shikibu. Mais il y a une raison sans doute tout aussi importante que certains auront peut-être déjà remarqué. Les deuxième et troisième caractères du deuxième vers du Chogonka, vous voyez, donc la première ligne, partie de droite après la virgule, vous le voyez,
si on lit en lecture phonétique, gyo-u-da-nen, gyo-u-ta-nen, et vous voyez que les caractères u-da, uta font uda, c'est le nom de l'empereur qui est ici. C'est-à-dire, ayant régné pendant longtemps sur l'Empire, il ne l'avait pas trouvé dans sa recherche. Il semble bien qu'il faille établir un lien entre les deux faits. Mais l'essentiel pour nous est de voir qu'il n'a pas échappé à Murasaki Shikibu elle-même, qui s'en sert, encore une fois, pour tisser de façon encore plus étroite son réseau langagier, hiéroglyphique, entre le poème chinois et son œuvre. Et pour ceux qui ne comprennent pas rapidement, elle nous donne explicitement la clé dès le premier paragraphe du texte, n'est-ce pas, tout au début du Genji Monogatari. Voici apparaît cette formule Yo kishi no tameshi o shiki detsubeku nari yukuni. On en était venu à évoquer le précédent de Yang Guifei, dont les agissements en Chine, Morokoshi, avaient mené au plus grand désordre Midare. Donc c'est bien, la couleur est donnée tout de suite. Un peu plus loin dans le même chapitre, après la mort de Kiritsubo Koi, donc la favorite, l'empereur se laisse aller à la mélancolie. Une mélancolie tout à fait digne de l'âge raffiné que décrit la romancière. Et l'on voit poindre dans ce passage un autre aspect essentiel de toute l'époque, la dialectique de la Chine et du Japon à travers les deux actes langagiers, ceux qui sont depuis le début l'objet principal de notre enquête. La relation Wa-Kan, Japon-Chine, dont nous avons déjà vu que l'époque même de Murasaki Shikibu, avec l'œuvre de Fujiwara no Kinto, le Wakan Roeishu, voyait s'établir une symbiose remarquablement équilibrée. Voici le passage que je vous donne dans la version de René Siffert, encore une fois. Ah non, excusez-moi, c'est la mienne, oui, elle est moins élégante, mais voilà. Ayant fait venir en toute discrétion 4 ou 5 dames des plus raffinées, Kokoro Nikushi, il conversait avec elles. Et vous voyez que le terme pour converser ici, c'est on monogatari, c'est ça, c'est amour. Monogatari est employé ici simplement dans le sens de conversation et pas dans le sens de récit, roman. C'est l'une des rares occurrences dans ce sens qu'on ait dans le texte de Murasaki Shikibu et même dans la littérature japonaise, mais voici quand même quelque chose que vous avez bien implanté dans l'époque, un usage de monogatari tout à fait intéressant. Donc, il conversait avec elle. Ces derniers temps, il n'avait plus à la bouche, bon, ce n'est pas une façon très élégante de traduire le dernier mot de la dernière ligne, Makura goto ni, c'est ça, c'est un mot. Il n'avait plus à la bouche que les paroles de Yamato, de japonais, et les poèmes de Morokoshi, en lisant ce qu'avaient composé la poétesse Issei et Kinotsuya no Tsurayuki sur les illustrations du chant des regrets éternels, commandité par l'empereur retiré du Teiji, c'est-à-dire l'empereur Uda, et qu'il passait ses jours et ses nuits à regarder. Il est difficile d'être plus explicite. Vous voyez que l'empereur, l'amant de la mère du Genji, qui vient de mourir, passe son temps à regarder les illustrations du chant des regrets éternels de Pochuyi, en même temps qu'il lit en chinois et en japonais les poèmes qui ont été composés sur ce thème. Wakan, donc Kari, Kana, vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Inutile, nous l'avons dit, d'empiler des exemples qui sont légion tout au long du texte. Le chant des regrets éternels est un sous-texte omniprésent dans les chapitres où la vie de cour est décrite. Plus que les mémoires historiques de ce Matsien no Shiki ou que le Nihongi, c'est bien ce poème historique de Hakudakuten qui est une source d'inspiration de la romancière. Il lui sert de guide, de référence, de point d'appui, mais surtout de source, la source chinoise du roman japonais, qui illustre parfaitement de ce point de vue une relation que l'on peut qualifier de hiéroglyphique. Mais il se pose alors une question d'importance. Que devient, si la relation entre les deux textes est si fondamentale, la deuxième partie surnaturelle du poème chinois, la partie taoïste, le voyage du spécialiste des âmes? Elle n'apparaît dans ce chapitre que sous forme d'impasse, dans le chapitre du Kiritsubo du Genji, que sous forme d'impasse, pour ainsi dire, à travers un poème que psalmodie l'empereur lorsque la dame de compagnie Yuke no Myobu, qu'il avait dépêchée auprès de la grand-mère de l'enfant,
du Genji tout jeune, donc qui a à peu près 3 ans à l'époque. Il lui rapporte un souvenir de la défunte, un souvenir katami, de même que Yang Weifei avait donné au chaman un souvenir, la messagère de l'empereur rapporte de la grand-mère des objets personnels de Kiritsubo no Koi pour l'empereur. Et voici le poème qu'il fait. C'est une pièce très désabusée, n'est-ce pas? Tazune yuku maboroshi mongana, tsutenitemo, tama no arika o sokoto shirubeku. Tama no arika. Tama veut dire à la fois le joyau, le bijou, l'objet précieux, faisant allusion au katami, n'est-ce pas, au souvenir donné. Et puis en même temps, tama veut dire, c'est tamashi, c'est l'âme, l'esprit. Donc, si à sa recherche, un magicien avait pu aller, c'est un irréel, même indirectement, je saurais enfin où demeure son âme. Il déplore donc que le souvenir qu'il a en main ne vienne pas de l'au-delà. Il déplore que ce ne soit pas comme dans le poème de Pochuyi. Les commentateurs relèvent que ce poème peut être considéré comme une réponse à celui de Kiritsubo no Koi que nous avons vu tout à l'heure, sur la voie qu'elle aurait voulu choisir. C'est certes cela aussi, mais une indication très précieuse que l'univers taoïste, du point de vue de la romancière, n'est pas celui de Murasaki Shikibu, n'est pas celui dans lequel elle fait évoluer ses personnages. Et elle le récuse, elle le fait récuser indirectement, tsutenitemo, n'est-ce pas, par personne interposée littéralement, par intermédiaire. La situation des âmes pour Murasaki Shikibu est effectivement ailleurs. Et si ce n'est pas dans le monde du Tao, qui n'a de toute façon qu'une prise encore très indirecte au Japon, ce ne peut être que dans le monde du bouddhisme. Il nous faut donc voir à présent comment, sous le sous-texte de Pochuyi, gîte, pourrait-on dire, une autre couche de sens qui est autrement plus profonde. Et l'on ne sera pas surpris d'apprendre que cela a quelque chose à voir avec le bouddhisme, conformément à l'étrange disposition du journal de Murasaki Shikibu, où la romancière nous fait part de son intention de devenir hijiri. Hijiri, c'est un peu l'équivalent de Maboroshi, n'est-ce pas? Ici, vous voyez, le moine taoïste est ici appelé Maboroshi. Maboroshi est ambigu, encore une fois. Maboroshi veut dire l'illusion, le mirage, ce qui n'est pas vrai, mais ça désigne aussi la personne qui manie ces illusions, c'est-à-dire le magicien. Et ici, c'est au sens de la personne. Mais la plupart du temps, en japonais, on pourrait le lire comme un nom de chose et pas de personne. Bon, je n'insiste pas. Mais vous voyez que Maboroshi, ici, ressemble beaucoup au terme bouddhiste de hijiri, qui est le plan de carrière, en quelque sorte, de Murasaki Shikibu, dont elle parle dans son journal. Elle voudrait devenir hijiri. Nous devons encore le redire. L'étonnant dans toute la longue et riche histoire des études sur le Genji n'est pas de découvrir que c'est un roman profondément bouddhique, mais bien plutôt de constater combien les spécialistes ou non qui s'y sont attaqués sont rares à avoir fait de cette évidence le point de départ de leurs travaux. On dira certes avec raison qu'il vaut mieux avoir le plus grand nombre possible de points de vue différents sur une œuvre extraordinairement complexe et foisonnante. Nous n'en disconviendrons pas. Mais ces approches, pour variées qu'elles puissent être, ne doivent pas, à mon sens, ignorer ce qui est manifeste. L'originalité interprétative, si elle est louable et souhaitable, doit partir de l'admissible pour prendre ensuite seulement son essor. Et l'admissible, c'est évidemment la sensibilité bouddhique de tout le roman. Mais à partir de cette constatation indéniable, les opinions semblent diverger de façon irrémédiable. Nous avons vu celle de Siffert tout à l'heure. La majorité des commentateurs et critiques choisissent de considérer le bouddhisme comme un trait descriptif inévitable compte tenu de l'époque et du milieu décrit par le roman. La cour impériale de Heian baigne dans le bouddhisme, il est donc normal que l'auteur en parle. Il en traite comme il traite des vêtements de cour, des couleurs, des plantes poétiques, et de ce point de vue, il est plus singulier et donc digne d'étude qu'il touche à des poèmes, à des domaines intellectuels non bouddhiques, comme la poésie de Pochuyi ou l'histoire chinoise ou japonaise. Le bouddhisme est en quelque sorte un mal nécessaire du décor.
Rares sont ceux qui ont osé l'aborder de front. Hormis une pléiade d'articles spécifiques, je voudrais relever les noms de 2 chercheurs. Excusez-moi, je vous donne ici pour Yang Kuei-fei, n'est-ce pas, c'est le film très célèbre de Mizoguchi Kenji de ce titre, avec l'inoubliable Kyo Machiko dans le rôle de Yang Kuei-fei, et qui donne une vision très japonisée de la Chine, mais justement, c'est parce que le poème de Po Chu-yi est une œuvre de la littérature classique japonaise en même temps. Je vous donne par contraste du mauvais goût extraordinaire actuel cette statue de Yang Kuei-fei qui est en Chine. Proche, il y a un épisode très célèbre du Chant des longs regrets, donc où, enfin, la première, disons la première grande scène entre l'empereur et Yang Kuei-fei se passe dans une source thermale proche de l'actuel Xi'an. Vous savez que Xi'an, dans la Chine de l'Ouest, est le nom actuel de Zhoan. Et vous voyez cette statue tout ce qu'on a trouvé pour illustrer le Chant des longs regrets. Et je vous donne aussi, alors, le Chogonka Emaki de l'empereur Uda a disparu, mais vous en avez eu d'autres, en particulier au XVIIe siècle, dans l'école de Kanno, justement, vous avez cette série intitulée de cette façon. Voilà. Alors, je vous donne ici donc les noms de deux chercheurs japonais d'époques tout à fait différentes, puisque le Takagi Sokan est mort dans les années 70, je crois, peut-être un peu plus tard, mais ce livre est une édition posthume, le Genji Monogatari et le bouddhisme, qui a vraiment des remarques très intéressantes et que je partage tout à fait, et l'autre de Sato Sekiko, donc une chercheuse actuelle, dont le dernier, Genji Monogatari no Shiso Shiteki Kenkyu Mogo to Hoben, évidemment nous sommes dans recherche sur la pensée, sur l'histoire de la pensée dans le Genji Monogatari, et comme sous-titre Mogo, les propos erronés, c'est un terme bouddhique qui correspond à peu près au Kyogen Kigyo, n'est-ce pas, donc, vu la dernière fois, les propos spécieux. Mogo, c'est les propos erronés, les mensonges, les beaux mensonges, même si vous voulez. To Hoben, les expédients salvifiques dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Les deux ont une approche très différente l'une de l'autre. Le premier s'intéressant davantage à des traits narratifs, le second à la pensée bouddhique, à plus proprement parler, qui structure la trame narrative, et notamment au dogme des expédients salvifiques, des Hoben, lesquels sont forcément la base de la justification littéraire de Murasaki Shikibu, si nous acceptons de la traiter comme une romancière bouddhique. Cette conditionnelle, n'est-ce pas, si nous acceptons, est pour nous presque absurde. Elle est bien évidemment une romancière bouddhiste. Et elle l'est sans doute bien plus profondément que François Mauriac, par exemple, est un romancier catholique. Il faudrait aller plutôt chercher du côté de Paul Claudel. Mais l'on voit vite que ces comparaisons n'ont guère de sens. L'important est de constater qu'en effet, la notion d'expédient salvifique est fondamentale pour justifier la narration d'un esprit en proie à ses passions. Cela en fait, en effet, un écrivain bouddhiste. Mais comme nous l'avons dit, ce n'est pas seulement une question de mentalité. Le bouddhisme est la trame même du roman. Nous commencerons par une constatation presque banale, et je vous l'accorde très subjective. Si nous contrastons l'ouverture du Genji avec les premiers mots du Chogonka, du Chant des longs regrets, lequel commence comme une narration chinoise, c'est-à-dire avec une claire indication de date, bien qu'elle soit fausse. Le poète dit « ça se passe sous les Han ». On sait que ça ne se passe pas sous les Han. Et même avec le nom clanique de la favorite. Il donne tout de suite le nom, Yang, n'est-ce pas, Yo. Donc, il est indiqué dès le troisième vers, et la différence est manifeste entre les deux. Ce que le poète chinois présente comme fait historique datable devient flou en japonais. Nous ne sommes plus dans la même logique narrative. À présent,
rapprochons ce début du Genji, n'est-ce pas, du Izure no Ontoki Nika, avec le début canonique du Sutra du Lotus. Vous le connaissez tous, n'est-ce pas? Nyose Gamon, Kaku no Gotoshi, Ware Kikeri, Ichiji, Hotoke, Butsu, Oshasen ni Sumitamaite, etc. Je traduis ainsi. Ainsi l'ai-je entendu dire. En un temps, le Bouddha résidait en la ville de Maison-le-Roi, Osha. Nous voyons que le Izure no Ontoki Nika de Murasaki Shikibu correspond très bien à Ichiji en un temps, en un certain temps, par son caractère vague, qui ne se rapporte à aucune date en particulier. Et si ce n'est à la période où le Bouddha était sur Terre, évidemment, mais on sait bien, enfin, et c'était déjà, les sutras du grand véhicule sont prêchés dans un contexte qui n'est plus tout à fait terrestre. D'ailleurs, c'est même indiqué dans le Sutra du Lotus. Le Sutra du Lotus est en réalité un texte immémorial, éternel. Le lieu de Maison-le-Roi, Osha, n'est-ce pas, O no Yadori, correspond bien au palais impérial décrit par le début du Genji, tout en se référant aussi au Jinesse du Shogunka. Mais n'oublions pas la citation du Sutra du Lotus sur le Bodhisattva prenant l'aspect d'une femme pour prêcher dans les Jinesse. On admet facilement que Izure no Ontoki Nika puisse correspondre à Ichiji, c'est-à-dire donc à un certain temps. Mais où se trouvent les caractères le texte le plus important? Les 4 caractères du début, Nyose Gamon, Kaku no Gotoku, Ware Kikeri. C'est ainsi que je l'ai entendu dire. Ainsi l'ai-je entendu dire. Le Genji Monogatari ne commence pas comme cela. Or, il est réfléchi en réalité, cette locution est réfléchie, répercutée de 2 façons toutes différentes, mais qui se soutiennent l'une l'autre. C'est d'abord le suffixe verbal keri, n'est-ce pas? Si vous regardez le début de Izure no Ontoki Nika, Nyogo, alors Koi Amata Saburai Tamai Keru Nakani, Ito Yangoto Naki Kiwa Niwaranu ga Sugurete Tokimekitamo Adi Keri. Keri, c'est le suffixe keri, qui n'est pas n'importe quel suffixe du passé. Il indique le passé, mais c'est une forme du passé qui suppose non pas la connaissance directe, mais le fait rapporté par autrui. C'est le mode du discours indirect. C'est ce que j'ai entendu dire. L'un des traducteurs chinois modernes, d'ailleurs, sur lesquels nous reviendrons, ne s'y est pas trompé. Il commence sa traduction en chinois moderne du roman par la formule traditionnelle des récits chinois, Hua Shuo, c'est-à-dire Setsuwa à l'envers, Wa Setsu. Si, dit le conte, dirait-on en français médiéval. Et c'est la seule façon dont il est cru pouvoir restituer la nuance de ce keri, qu'il remet ainsi dans la ligne d'une ouverture canonique, dont s'inspire aussi la narrative chinoise. Donc le Nyose Gamon, ainsi l'ai-je entendu, est bien dans le keri de la première phrase. J'ai entendu dire cette histoire. Et cette impression de narration, de récit transmis, de récit rapporté d'une source ancienne est renforcée par les tout derniers mots du chapitre. Hikaru kimi to iuna wa, alors, komabito, il faut dire, c'est komabito no mede kikoete tsuketate matsuri keru tozo, vous avez encore ici le keri, itsutae taru tonam. Je vous le traduis. Il est rapporté que l'appellation de Radio Seigneur, je n'entre pas, lui aurait été décernée sous le coup de l'admiration par l'homme de Corée que nous retrouverons la prochaine fois. C'est-à-dire que la romancière réalise un parfait kundoku, une lecture en japonais, en déplaçant le Nyose Gamon à la fin du chapitre. C'est la dernière phrase du chapitre. Ce qui vient au début en chinois vient à la fin en japonais, c'est tout à fait dans la règle du Nyose Gamon. C'est certes un artifice, mais elle place ainsi consciemment l'ensemble du récit dans un monde délibérément flou. On ne doit pas y voir, comme cela a été dit, une sorte de protection politique de celle qui aurait incité Pōjūyi à changer si effrontément d'époque.
Nous avons vu que le roman circulait largement, le roman japonais circulait déjà largement dans le milieu de la cour. Et malgré cela, il ne semble pas que l'on ait voulu y voir un roman à clé. Enfin, nous avons le contre-exemple de la romancière elle-même qui prend le nom de son héroïne, mais quand bien même ceux qui, dans la postérité, ont voulu retrouver des personnes réelles derrière les personnages auraient eu raison, et ils ont raison dans une certaine limite, le fait demeure que l'on n'ait pas tenu rancune à la romancière. Cela indique aussi que même ses contemporains le lisaient selon certains protocoles de lecture qui empêchaient la critique. Nous verrons la semaine prochaine 2 points essentiels dans la trame de ce premier chapitre qui expliqueront pourquoi les lecteurs de l'époque ne se sont pas laissés prendre à une lecture naïve. Je vous remercie pour aujourd'hui.